Football, CAC 40, immobilier, le Qatar est partout. Cette petite pétromonarchie, à peine plus grande que la Corse, entretient depuis des années une relation privilégiée avec la France. Et pourtant, le Qatar, c'est un ami qui nous veut du mal. C'est en tout cas ce que soutient mon invité, le grand reporter Jacques-Marie Bourget. Bonjour Jacques-Marie Bourget. Bonjour. Alors vous publiez chez Fayard avec Nicolas Beau Le vilain petit Qatar, cet ami qui nous veut du mal. Alors première question, pourquoi est-ce un ami qui nous veut du mal? Quelle est l'ambition du Qatar et le but de cette stratégie d'omniprésence? C'est-à-dire que pendant des années, le Qatar a bénéficié d'une espèce d'onction. C'est un pays moderniste, ouvert, le modèle à suivre, généreux, etc., pour le reste du monde musulman. Et nous, on a décidé il y a un an de voir ce qu'il en était, parce qu'on a vu que dans les banlieues françaises, il se passait des choses étranges, un plan de financement, des plans de financement religieux qui étaient, nous on est tous sauf islamophobes, c'est même tout le contraire de notre vie, mais il y a des moments où il faut choisir les options. Donc très vite à l'analyse, on était parti pour faire un grand papier dans un magazine et on s'est dit non, c'est pas suffisant, il faut faire un livre. Parce qu'il y a une vraie, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais une vraie malfaisance, une malfaisance qui n'est pas, comment dirais-je, intentionnelle, je veux dire que ce soit des malfaiteurs, mais par rapport aux critères internationaux de démocratie, de vie publique, de négociation, de comportement dans le domaine des affaires, c'est un peu sans foi ni loi. D'ailleurs, c'est un pays qui n'a pas de loi. Mais alors, si on revient sur la relation avec la France, parce que vous rappelez que les investissements, par exemple, au Royaume-Uni, sont 2 fois plus importants qu'en France. La France, finalement, c'est une petite pièce du puzzle qatari, on peut peut-être le dire comme ça. Mais alors, qu'est-ce que vient chercher le Qatar quand il investit dans l'immobilier à Paris plutôt qu'à Londres? La France, c'est un peu la fille aînée du Qatar, si je peux me permettre ce parallèle. C'est vrai que l'Angleterre, ils sont beaucoup plus présents dans le domaine immobilier industriel. En Allemagne, ils sont très présents dans le domaine industriel. Et en France, c'est moins présent, mais sur sur les bijoux, les joyaux de la couronne, c'est-à-dire les Champs-Élysées, la place Vendôme, etc. Ils cherchent, au niveau des investissements, moi, j'ai rien à dire. Je veux dire que ce soit les Chinois, les Turcs ou les Albanais qui possèdent les Champs-Élysées, ça m'est complètement égal. Ce qui est intéressant, c'est de voir les méthodes économiques, de l'argent qui passe, qui court, qui passe par certains pays dits paradis fiscaux, qui réapparaît, qui disparaît. La France qui accorde au Qatar un truc absolument exorbitant, c'est-à-dire l'exemption des impôts sur les plus-values immobilières, c'est absolument hallucinant, qui a été voté par la droite et la gauche. En 2008. On tombe du placard, quoi. Je veux dire, on comprend mieux quand on voit que pas tout le personnel politique, mais tout ce qui est représentatif dans le personnel politique, et la droite et la gauche, ont fait le pèlerinage à Doha. Et même les réticents vont à Doha, quand ils reviennent à Paris, ils trouvent que c'est une démocratie formidable. Alors justement, vous venez de le souligner, la classe française, la classe politique française fait preuve de bienveillance envers le Qatar. Vous citez des noms, Ségolène Royal, Dominique de Villepin, qui se rendent régulièrement à Doha. Alors pourquoi cette bienveillance de la classe politique française ? Le Qatar, toute la classe politique, c'est la case au trésor, c'est l'île au trésor, c'est une presqu'île, mais c'est l'île au trésor. Il y a beaucoup d'argent, donc c'est évidemment un attrait. Et si vous voulez, ce qui est paradoxal, c'est que ce pays où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas le droit d'association, on traite les ouvriers comme des esclaves, etc., ce pays est toujours passé à travers les gouttes. Au niveau des droits de l'homme, on n'a jamais entendu dire, mais moi je ne vais pas au Qatar parce que c'est hallucinant, 138e pays au monde, au niveau des démocraties, juste devant la Bélarus. Donc appelons ça une dictature, c'est une théocratie autoritaire et épouvantable. Néanmoins, on dit oui, c'est l'islam moderne, Averroès, etc., etc. Donc le personnel politique, il y a des corrompus, mais il y a aussi des gens qui cherchent de l'argent pour financer les projets locaux. Ségolène Royal, à un moment, a été à Doha pour parler du fromage de chèvre et du microcrédit dans le Poitou, ce qui est absolument passionnant et vital. Donc chacun avait son petit intérêt. Manuel Valls a essayé de pousser des projets autour d'Evry. Enfin, il ne faut pas voir non plus les choses tout en noir. Mais il y a également des épouvantables corrompus dans le lot. Mais tous les gens qui vont à Doha ne sont pas des corrompus. Donc il y avait un attrait et c'était la paix des braves. C'est-à-dire qu'on ne dit pas un mot sur le système politique, le régime, etc., etc. Là, avec les histoires du Mali, où on a vu nos amis qataris clairement soutenir les djihadistes, quelques-uns ont levé le doigt en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et avant, il y avait eu les printemps arabes où ils étaient très impliqués, bien sûr. Ils sont aussi impliqués dans l'économie française, dans les grands groupes. Ils ont des participations minoritaires, certes, mais dans des groupes comme Vinci, Total. Et on a vu que
À chaque fois qu'ils ont tenté d'avancer encore plus, de monter dans le capital de société, à chaque fois, ça s'est soldé par un échec. C'est vrai. Pourquoi? C'est vrai. Ce sont des piètres businessmen, les Qataris? Disons que dans Veolia, ils n'y peuvent rien, parce que même s'ils ont mis de l'argent dans Veolia, ce n'est pas eux qui dirigent Veolia. Mais il y a l'exemple de la CGLEC où ils étaient majoritaires, enfin, ou du moins en conseil d'administration suffisamment puissant pour donner leur mot. Ils ne venaient pas au conseil d'administration. Et un jour, le patron de CGLEC, comme sa boîte n'allait pas très bien, a trouvé un actionnaire. Et en lisant le journal, il a vu qu'en fait, il était vendu à Vinci. Et personne ne l'avait prévenu. Donc, si vous voulez, c'est des méthodes de management qui sont très particulières. Le Qatari moyen, je ne vais pas faire une caricature de Tintin, le crabe aux pinces d'or, mais ça le fatigue, hein. Enfin, ça l'ennuie, ça ne le passionne pas. Il y a des gens qui se passionnent, mais il y en a d'autres que ça ennuie, d'aller au conseil d'administration, etc., une espèce d'astreinte, alors qu'on est richissime. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Ils sont plus banquiers, manipulateurs d'argent, capables de faire des placements, que de gérer des stratégies industrielles. Alors d'un côté, ils sont présents dans l'économie française, dans les sociétés françaises. D'un autre côté, ils financent les terroristes au Nord-Mali, vous le rappelez, qui se battent contre l'armée française. Alors dans ces tendances antagonistes, sans vouloir se prêter au jeu des prédictions, laquelle va l'emporter? Mais mieux, là on leur a fait un peu manger leur chapeau, parce que alors qu'ils ont soutenu les djihadistes au Mali, dans le même temps, M. Le Drian est allé à Doha pour demander de l'argent pour soutenir l'armée française qui se battait contre les djihadistes. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. C'est assez rigolo. Donc c'est vrai qu'il y a une politique au Qatar qui c'est ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. L'émir est à Jérusalem en train de discuter avec les dirigeants israéliens avec lesquels il a de très très bonnes relations, comme son pays, pendant que sa femme est avec les Palestiniens et menace Israël d'une comparution devant la Cour internationale de justice. Sans arrêt, il y a une politique de double standard. C'est absolument automatique. On bombarde les talibans en Afghanistan, mais néanmoins, on a un bureau représentatif des talibans à Doha. Voilà, si on n'a pas ça en tête, on n'a rien compris pour le Qatar. Mais pourquoi? C'est pour se couvrir, quel que soit le scénario? Ils sont au départ présentés comme les rois du dialogue, de la médiation. Alors, si vous voulez pratiquer une médiation, vous êtes obligé d'avoir tous les éléments sous la main. Donc l'argument, on a les talibans sous la main, parce que si on veut faire une médiation sur l'Afghanistan, il faut bien qu'on discute avec les talibans. Si vous voulez faire une médiation au Mali, il faut bien discuter avec des djihadistes. Voilà. Et puis, la légende disant que nous, ces djihadistes, on va les calmer, on va les ramener dans le giron, ils vont être très, 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 très gentils, ce qui est faux, quoi. Parce qu'il y a un vrai messianisme, quand même, il faut en parler au Qatar, de répandre la religion sous le signe du wahhabisme, qui est la lecture du Coran la plus effrayante qu'on puisse imaginer. Eux et les Saoudiens sont des wahhabistes et c'est vraiment rétrograde, quoi. Alors dans les prochaines années, on va aussi beaucoup parler du Qatar parce qu'ils ont été désignés comme pays hôte de la Coupe du Monde 2022. Alors à vous lire, Jacques-Marie Bourget, on se dit qu'on se dirige tout droit vers un fiasco. Et non seulement pour des questions de chaleur, mais aussi, vous soulignez les conditions de travail des ouvriers qui peuvent à tout moment se révolter et arrêter tout le processus. Planter le chantier. Et planter le chantier, oui. Non, il y a un vrai problème. Actuellement, c'est le pays au monde où il y a le plus de travailleurs immigrés, enfin étrangers. 1,5 million. Voilà, et donc ça va augmenter pour construire les stades de la Coupe du Monde. Et là, il y a un vrai problème. Les syndicats internationaux se sont penchés sur la question, ont menacé de boycott. Parce que quand ils arrivent, ils laissent leur passeport. Ils ont soi-disant un parrain qui est leur employeur. Ils travaillent 48 heures, un droit au travail, 48 heures par semaine, à 50 degrés à l'ombre, aucune condition de sécurité. On ne compte même pas les morts d'accident du travail. L'année dernière, c'est à peu près 400, mais quand je pose la question, on dit « oh ben non, on ne sait pas ». Donc ils vivent dans des camps, châtiments corporels. Enfin, c'était absolument effrayant. Tous ceux qu'on a pu voir qui étaient sortis de là, ils sont traumatisés à vie. Donc, c'est des conditions épouvantables. Et là, comme maintenant le Qatar commence à être un petit peu égratigné, s'ils ne font rien, ils peuvent avoir une demande de boycott. En plus, là, le mondial qui doit a lieu en été, comme toujours, puisque le mondial de foot a lieu en été, eux, ils vont demander à ce qu'il soit en hiver. Et le fait de remettre dans le boulier, sur le tapis, cette demande, peut annuler l'autorisation et revenir à une autre désignation. Donc c'est très, très, très compliqué. Mais comme là, on est dans le domaine carrément, il faut le dire, de la corruption et du copinage, tout est possible. Parce que le mondial au Qatar, personne ne peut imaginer ce qui va se passer. Enfin, c'est un tas de sable où il fait une chaleur de gueux et les gens vont aller d'un stade étrange à s'enfermer dans les hôtels. Ce n'est pas le comportement typique du supporter de foot, quoi. Oui, donc tout est possible. Alors, sans bière et sans prostituée, donc ça va être très, très dur.
Alors, on sait aussi, c'est officiel depuis quelques jours, enfin quasiment officiel, c'est le prince Tamim qui va prendre la relève de son père, l'émir. Il a gagné, entre guillemets, la guerre de succession contre le Premier ministre Assad bin Jassim. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une inflexion dans la politique qatari, ce qu'on peut l'imaginer avec l'arrivée du prince Tamim? Il n'y avait pas une vraie guerre de succession, puisque la succession de Tamim, elle était inscrite non pas dans la loi, puisque la loi était sans arrêt modifiée, puisqu'au départ, je vous passe les détails, mais n'importe quel fils de la famille Al-Thani pouvait succéder. Puis le nouvel émir a pris les ciseaux et a coupé la constitution, enfin, la règle. Donc lui devait succéder à son père. Normalement, là, il va devenir Premier ministre, et dans quelques mois, l'émir va s'en aller, il est souffrant, il n'a plus qu'un rein, et Tamim va le remplacer. Bon, c'est un gentil garçon qui a fait des études militaires en Angleterre pas très brillantes, et qui est bien élevé et qui va, je pense, permettre à des conseillers de reprendre un peu du poil de la bête et de gommer tous les aspects un peu rudes de ce petit pays qui nous veut du mal, et à ce moment-là, peut-être qu'il nous voudra du bien, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a une petite phase de rétropédalage qui est prévisible. Le vilain petit Qatar, cet ami qui nous veut du mal, Jacques-Marie Bourget, merci beaucoup d'être venu nous décrypter cette stratégie qatari sur le plateau de Xerfi Canal. Merci encore. Merci à vous.